Je m'appelle Laurence Cartier. J'ai 31 ans. Pendant 4 ans, j'ai envoyé de l'argent à mes parents tous les mois en silence, sans que personne ne le sache. Puis, un après-midi, au beau milieu d'une réunion de famille bondée, mon père a soudain crié. « Tu n'as envoyé que 60 centimes ?» Tout le monde s'est retourné. Il a reposé son verre avec fracas. « Sienne en envoie 5 000 € par mois. » J'ai répondu doucement. « C'était moi. N'essaie pas de lui voler ce mérite, a lancé ma mère. Alors, j'ai arrêté les virements. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, dites-moi d'où vous me regardez. Et abonnez-vous pour suivre la suite de mon histoire. Je n'avais jamais eu l'intention de devenir le distributeur automatique invisible de la famille. Au début, c'était censé être provisoire, aider à payer l'opération de maman, éviter que la maison ne soit saisie pendant que l'entreprise de papa traversait une mauvaise passe. Chloé, ma sœur, l'enfant modèle de la famille, était entre 2 emplois et moi, je venais d'obtenir une grosse promotion dans une société de gestion financière. Ça me semblait normal d'aider. Mais avec le temps, mes parents ont réécrit l'histoire dans leur tête. Chloé est devenue la sauveuse généreuse. Moi, je suis devenue invisible. Les cartes de fête, les discours d'anniversaire, les hommages sur les réseaux sociaux, tout allait pour elle. Et Chloé, elle, ne les corrigeait jamais. Le moment où papa m'a humilié pour ses 60 centimes, quelque chose a basculé en moi. J'ai arrêté les virements ce jour-là. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais j'ai compris que ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était le moment de sortir enfin de l'ombre qu'ils avaient construite autour de moi. Pour comprendre pourquoi cette scène, à la fête d'anniversaire de mariage, m'a frappé si fort, il faut comprendre d'où je viens. Il faut comprendre comment, chez nous, tout semblait toujours pencher du même côté. Comment 1000 petits choix finissaient par transmettre le même message. Chloé d'abord. Laurence se débrouillera. Notre maison, à Tours, se trouvait dans une impasse tranquille bordée de chênes verts qui perdaient leurs feuilles épaisses toute l'année. Papa tondait la pelouse au millimètre. Maman gardait le garage impeccable, même si la moitié était occupée par son atelier de couture, 2 machines, un mannequin, des bocaux remplis de boutons, de la craie de tailleur répandue comme de la poussière pastel. Je me souviens du ronronnement de la machine à coudre le soir. Du bruit qui se mélangeait à la télévision, au lave-vaisselle et aux cigales dehors. Ça avait le goût de la sécurité. Ça ressemblait à l'amour. Mais ça ressemblait aussi à un classement. L'arrivée de Chloé s'était faite dans un tourbillon de surnoms et d'adoration. Mon rayon de soleil, ma petite artiste. Elle avait des cheveux blonds vénitiens et un rire qui faisait se retourner les gens dans les rayons du supermarché. Moi, j'ai été ma chérie, jusqu'à ce que je sois assez grande pour porter les sacs de course. Après ça, je suis devenue ma grande, mon petit bras droit, la fiable. Ces mots ont l'air gentils, mais ils peuvent aussi être une condamnation. Fiable voulait dire que je n'avais pas besoin qu'on me console. Responsable voulait dire que je n'avais pas besoin d'aide. Les souvenirs se mélangent comme un feuilletage d'images. Quand Chloé voulait mes jouets, maman me souriait et disait « Partager, c'est aimer, ma puce. » Montre l'exemple. Quand Chloé a cassé la tête de mon diorama la veille de la foire scientifique de CM2, papa a soupiré. Elle est plus petite, Laurence. Tu aurais dû le mettre dans un endroit plus sûr. Quand nos vêtements devenaient trop petits, les miens passaient naturellement dans l'armoire de Chloé. Quand maman faisait les boutiques, il y avait de nouveaux habits pour Chloé, parce que sur sa petite silhouette, rien ne tombe jamais bien du premier coup. Et moi, je récupérais les vêtements des cousines, parce que l'épargne pour les études ne pousse pas sur les arbres. Nos anniversaires disaient tout. Pour mes 10 ans, j'ai déballé une encyclopédie en plusieurs volumes. C'est utile, tu vas adorer, a dit papa, fier de lui. De l'autre côté de la table, on parlait déjà du cadeau que Chloé espérait pour son prochain anniversaire, un lecteur CD qu'elle réclamait depuis des semaines, comme on parle de la pluie ou du beau temps. Je me souviens avoir hoché la tête, appris par cœur la manière d'avoir l'air reconnaissante, et m'être promis de ne pas pleurer parce qu'on m'offrait quelque chose qui, oui, m'aiderait sûrement. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert le volume des œufs, j'ai passé le doigt sur les lettres dorées, et je me suis dit que c'était sans doute ça, la bonne façon d'être aimé. Mais le souvenir qui me serre encore la gorge, c'est celui du récital de piano. J'avais 13 ans et je m'étais entraînée jusqu'à en avoir les jointures douloureuses, au point de rêver de gamme la nuit. J'avais collé la date du récital sur le frigo et rappelé l'événement à tout le monde si souvent que j'étais devenue une annonce ambulante. Le matin même, Chloé avait un peu de fièvre, à peine 37,7, assez pour obtenir un canapé, une glace à l'eau et la télé. Notre voisine, Madame Petit, avait proposé de la garder 2 heures. Maman a pincé les lèvres. On ne peut pas laisser ta sœur quand elle est malade. Papa a croisé les bras.
La famille passe avant tout. J'ai hoché la tête, parce que je hochais toujours la tête. Puis j'ai joué dans un auditorium rempli d'inconnus. J'ai reçu mon diplôme doré avec un sourire de scène, tout en cherchant des yeux les sièges vides où ma famille aurait dû se trouver. Quand je suis rentrée, Chloé était étalée sur le canapé, la bouche bleue à cause d'une glace au raisin, en train de regarder la télévision comme si le monde ne venait pas de m'ouvrir la poitrine. Personne ne m'a demandé comment ça s'était passé. Au lycée, les lignes étaient tracées au marqueur indélébile. J'avais 18 de moyenne, j'étais au conseil des élèves, et je faisais du bénévolat le samedi à l'hôpital. Mes réussites tombaient dans le silence. C'est normal pour toi, Laurence. Pendant ce temps, le 10 sur 20 de Chloé en maths donnait lieu à un milkshake de fête parce que les maths c'est dur. Et un rôle d'une seule réplique dans la pièce du lycée valait un dîner au restaurant en famille parce que regardez comme elle a été courageuse. J'ai appris à garder ma fierté cachée au fond de moi, comme un bonbon qu'on laisse fondre trop lentement pour vraiment en profiter. Quand les réponses des universités sont arrivées, le schéma s'est répété. J'ai été acceptée dans une grande école de commerce à Lille et dans 2 écoles très prestigieuses à Paris. Papa a regardé les frais de scolarité et a dit « Très bien. Maintenant, il faut décrocher des bourses. » Un an plus tard, Chloé a été admise dans une fac de province, puis a finalement été transférée à Paris-Dauphine, parce que, soi-disant, l'important, c'est de trouver l'endroit qui lui correspond. Ils ont pris des photos sur la place Bellecour à Lyon et m'ont envoyé une carte postale de la ville, avec une trace de rouge à lèvres collée dans un coin. Mes bourses couvraient la majeure partie de mes frais, et j'empilais 3 petits boulots pour le reste. Barista le matin, rangement à la bibliothèque l'après-midi, tâches administratives le week-end, et le sommeil, entre les lignes. Je me disais que ça forgeait le caractère. Je me disais que ça me rendait plus forte. Certains matins, ça me rendait juste épuisée. Je ne veux pas faire passer mes parents pour des monstres. Ils travaillaient dur. Ils nous aimaient. Ils nous aimaient simplement de travers. Ils ont confondu ma compétence avec de l'invulnérabilité et le charme de Chloé avec de la fragilité. Et quand on grandit dans ce genre de climat, on finit par intégrer les prévisions. Ciel dégagé pour Chloé. Laurence prend un parapluie au cas où. Alors j'ai appris à être imperméable. J'ai appris à ne plus demander. Ni qu'on me dépose. Ni du temps. Ni de l'attention qui faisait soupirer avant d'être donnée. J'ai appris à vivre mes grandes émotions en cachette, dans les toilettes, dans les bus de nuit, dans les coins sombres de la bibliothèque universitaire. Puis je m'essuyais le visage et je continuais. C'est fou jusqu'où on peut aller quand personne ne vérifie si on est en train de boiter. Mais c'est aussi comme ça qu'on se retrouve, à 32 ans, à Paris, avec un titre prestigieux et une belle vue, tout en étant à moitié convaincu qu'on ne mérite sa place qu'à condition de ne pas prendre de place. À 25 ans, j'avais réussi à sortir de l'ombre pour construire une vie qui, de l'extérieur, semblait intouchable. Après mes études, j'avais décroché un poste d'analyste junior dans une société d'investissement parisienne, un endroit où les ascenseurs sentaient le cuir et l'espresso, et où les costumes coûtaient plus cher que ma première voiture. Je gardais la tête baissée, j'apprenais vite, et je suis devenu le genre d'employé à qui on confie les problèmes avant qu'ils ne deviennent des scandales. Les horaires étaient brutaux, 80 heures par semaine, parfois plus. Mais je ne bronchais pas. J'étais habitué à avancer à la volonté et à la caféine. Les promotions sont arrivées vite, analyste junior, puis analyste senior en 18 mois, puis chargé d'affaires. Avant ma 3e année, mon salaire est passé de 70 000 € à plus de 110 000 €, primes comprises, de quoi donner le vertige à la personne que j'étais avant. J'ai quitté mon studio minuscule en banlieue pour un 2 pièces à Paris, avec moulure au plafond et un gardien qui connaissait ma commande de café. Ma relation avec mes parents était devenue cordiale, comme une poignée de mains polies au-dessus d'un gouffre invisible. On s'appelait une fois par mois, des conversations superficielles. Les visites duraient juste le temps nécessaire pour rester correctes. Chloé avait aussi déménagé à Paris, mais dans un tout autre monde. On déjeunait ensemble de temps en temps, mais c'était toujours pareil. Elle parlait de vernissage et de soirées sur les toits. Et moi, je payais l'addition. Elle ne me demandait jamais comment allait mon travail. Et moi, je ne faisais jamais remarquer que son activité de consultante en mode indépendante ressemblait surtout à beaucoup de brunch et très peu de clients. Puis, un après-midi, maman m'a appelé. Ton père a dû réduire ses heures de travail, a-t-elle dit, d'un ton presque banal. Sa tension est trop élevée. Le médecin a insisté. Je me suis redressée. Il va bien? Oui, oui, ça ira, a-t-elle répondu rapidement. Puis la suite est tombée. Avec la baisse de revenus, et Chloé qui avait encore besoin d'aide pour son loyer. C'est un peu compliqué en ce moment.
C'était la première fois qu'ils admettaient avoir des difficultés. Je savais que financer les études de Chloé, ses déménagements et ses changements de carrière avaient coûté cher. Mais je pensais qu'ils s'en sortaient. Je les ai imaginés face aux factures, au crédit, à cette tension silencieuse qui finit par déformer les épaules. À quel point c'est compliqué? J'ai demandé. Vous avez des retards? Un silence. On a utilisé la carte pour des frais médicaux le mois dernier, et on a payé le crédit immobilier en retard, mais on va s'en sortir. Tu devrais garder ton argent. J'ai entendu les mots. Mais j'ai surtout entendu ce qu'ils ne disaient pas. Ils ne me demanderaient jamais directement. Comme toujours. Donc c'était à moi de décider. Je veux aider, ai-je dit. Je m'en sors bien. Je peux envoyer quelque chose chaque mois. Oh non, Laurence, vraiment. Le lendemain, j'ai mis en place un virement automatique de 2000 € par mois. Je l'ai simplement intitulé « Soutien familial ». Et j'ai laissé le champ du nom vide. Je ne voulais pas d'une gratitude qui ressemble à une transaction. Je ne voulais pas qu'il change d'attitude à cause de l'argent. Je voulais juste qu'il respire un peu mieux. 6 mois plus tard, après une nouvelle promotion, j'ai augmenté à 5000 €. C'était une grosse part de mon salaire, 30%, mais je pouvais me le permettre. Et l'idée qu'ils puissent rembourser leurs dettes ou réparer un frigo sans stress me donnait une paix étrange. Puis, sans que je m'en rende compte, c'est devenu une habitude. Loyer. Charges. Épargne retraite. 5000 € pour mes parents. Je ne demandais pas comment l'argent était utilisé. Je ne voulais pas savoir. Je me disais que l'anonymat, c'était de l'humilité. Mais c'était aussi une façon d'éviter cette douleur. Réaliser qu'ils pourraient continuer à me voir comme secondaire, même pendant que je les portais. C'était ça, la vérité que je n'avais pas anticipée. J'avais construit une vie où je pouvais porter le poids de ma famille sans ralentir. Mais le poids était toujours là. Et chaque mois, je le soulevais en silence. Avec le recul, il y avait des signes que la vérité finirait par éclater. Mais je ne pensais pas que ça arriverait en pleine fête, sous le regard de 50 personnes. C'était le 35e anniversaire de mariage de mes parents. Ils préparaient cette soirée depuis presque un an. Maman avait assorti les nappes au centre de table fleurie. Papa avait réservé un trio de jazz en live. Comme toujours, Chloé était en charge de toute la partie créative. Depuis des semaines, elle m'appelait pour parler de notre argent, selon ses mots, qui finançait le traiteur et la décoration. Chaque fois qu'elle s'appropriait un argent que je savais provenir de mon compte, je me taisais. Le jour est arrivé, chaud et doré, une soirée parfaite à Tours. Je suis entrée dans la salle, vêtue d'une robe bleu marine ajustée et de talons bas. Mon armure pour ce genre d'événement. Les conversations bourdonnaient, entre souvenirs de famille et ragots polis. Je me suis frayé un chemin entre les accolades de tantes qui me demandaient si j'étais toujours célibataire et les cousins persuadés que je menais une vie parisienne glamour faite de cocktails et de spectacles. Quand le programme officiel a commencé, les discours ont ouvert la soirée. Mon oncle a loué le dévouement sans faille de mes parents. Puis Chloé a pris la parole, les larmes aux yeux, parlant des valeurs qu'il lui avait transmises et de la fierté qu'elle ressentait à pouvoir leur rendre l'appareil chaque mois. Elle n'a jamais mentionné le montant. Elle n'en avait pas besoin. La salle était déjà remplie de hochements de tête et de murmures admiratifs. Puis est venu mon tour. J'ai parlé de leur détermination, de leur sens du travail, de tout ce qu'ils m'avaient appris. Les applaudissements ont été polis. Bref. Puis est venu le moment des cadeaux. Dans mon enveloppe, j'avais glissé un chèque de 60 €. Un symbole. 60 € pour 60 années de vie et de mariage cumulés, parce que je comptais leur parler plus tard, en privé, d'un projet de voyage. Papa a ouvert l'enveloppe, sorti le chèque, et a froncé les sourcils. Tu n'as donné que 60 €? Sa voix a traversé la salle. Chloé nous envoie 5000 € par mois. L'air a changé. Brutalement. Les regards se sont tournés vers moi. Quelqu'un a murmuré au fond. C'était moi, ai-je dit calmement mais clairement. La tête de maman s'est tournée d'un coup vers moi. Arrête de lui voler son mérite, a-t-elle claqué, plus sèche que le bruit des couverts. Pourquoi tu es toujours en compétition? Un oncle a ri nerveusement en posant une main sur mon épaule. Pas besoin d'être jalouse, Laurence. Toi, tu as ton travail. Elle a sa générosité. Chloé, elle, avait disparu. Déjà. Comme si elle savait que ce moment allait arriver. Je suis restée impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. 4 ans. Plus de 200 000 €. Pas un merci. Pas une reconnaissance. Et me voilà accusée de jalousie, devant une salle entière qui repartirait convaincue que Chloé était l'héroïne. Je me suis excusée.
Je suis sortie directement sur le parking. La chaleur du soir m'enveloppait, lourde, immobile. Mon téléphone a vibré. Jennifer, mon ancienne colocataire. Alors, le cirque familial? J'ai tapé. Ils pensent que je leur ai donné 60 € ce soir, tout en croyant que Chloé les soutient avec mon argent depuis des années. Sa réponse a été immédiate. Et maintenant? Un calme étrange m'a envahi. Comme juste avant de plonger. J'arrête les virements. Tous. Entre deux voitures garées, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai annulé le virement automatique. J'ai regardé la confirmation s'afficher. 4 ans de silence et de sacrifice, coupés en moins d'1 minute. Et pour la première fois depuis longtemps. Je pouvais respirer. Il a fallu 32 jours pour que les conséquences me rattrapent. J'étais dans mon appartement parisien, un samedi matin, café à la main, la ville encore à moitié endormie derrière la fenêtre, quand mon téléphone a affiché le numéro de mes parents. J'ai failli ne pas répondre. Presque. Allô, Laurence. La voix de papa était tendue. Contrôlée. Comment tu vas? Ça va. Et vous? Un silence. On est inquiet. Il y a un problème avec le virement mensuel de Chloé. Même après tout ça. Il pensait toujours que ça venait d'elle. C'est étrange, ai-je dit calmement. Vous lui avez demandé? Oui. Elle dit que c'est sûrement une erreur bancaire, mais ça fait 2 semaines. On comptait sur cet argent. J'ai pris une inspiration lente. Papa, cet argent n'a jamais été envoyé par Chloé. C'était moi. Pendant 4 ans. Un silence. Net. Je pouvais entendre le bourdonnement de mon réfrigérateur. Ce n'est pas drôle, Laurence. Pourquoi dire une chose pareille sur ta sœur? Ce n'est pas une blague. Je peux le prouver. Tous les virements venaient de mon compte. 2 000 € au début, puis 5 000 € après ma promotion. J'ai toutes les preuves. C'est ridicule, a-t-il coupé, agacé. Tu es jalouse à ce point pour inventer ça? Son incrédulité m'a frappé plus fort que prévu. C'était exactement ce que j'avais évité pendant toutes ces années de silence. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. Regarde tes relevés bancaires. Le compte se termine par 4 736. C'est le mien. J'ai raccroché avant qu'il ne réponde. Puis je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur, rassemblé mes relevés, confirmation de virement, capture de l'annulation, et je lui ai tout envoyé. 4 ans de preuves. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était maman. Pas de bonjour. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Pardon? Elle nous a tout expliqué. Tu es jalouse depuis des années. Et maintenant que tout va bien pour elle, tu essaies de la faire passer pour une menteuse. Tu as regardé les documents que j'ai envoyés? Les documents, ça se falsifie. Nous, on connaît Chloé. Elle ne nous mentirait jamais. Le rire qui m'est monté à la gorge n'avait rien d'amusé. Maman, appelle la banque. Demande-leur directement. On ne va pas mêler des inconnus à des affaires de famille, a-t-elle répondu sèchement. Chloé a expliqué que tu faisais transiter l'argent par ton compte pour des raisons fiscales. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je risquerais de perdre mon agrément professionnel si je faisais une chose pareille. Sa voix s'est durcie. Elle dit que tu avais accepté de l'aider. Que tu étais enfin une sœur présente. J'ai raccroché sans dire au revoir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas à cause de la culpabilité. Ça, c'était derrière moi depuis longtemps. Mais à cause de cette douleur brute, comprendre que la vérité n'avait nulle part où se poser dans une famille construite sur le favoritisme. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Papa. Cette fois, sa voix était plus basse. On a appelé la banque. Ils ont confirmé que c'était ton compte. Je n'ai rien dit. On a parlé à Chloé. Elle a avoué. Elle est sans emploi depuis 8 mois. Son travail dans la mode n'a jamais vraiment existé. Ce n'était pas une victoire. C'était plus lourd que ça. Je ne reprendrai pas les virements, ai-je dit. Pas avant qu'on ait une vraie conversation. Tous. En face à face. Il n'a pas discuté. Tu peux venir à Tours ce week-end? Et comme ça, la rencontre a été fixée. Celle que j'avais évitée toute ma vie. Je suis arrivée à Tours un vendredi soir, avec une petite valise et l'estomac noué. Cette fois, je n'ai pas pris d'hôtel. Je suis restée chez mes parents. Quitte à rouvrir des décennies de blessures, autant ne pas se cacher derrière un terrain neutre. L'atmosphère était tendue dès mon entrée. Maman s'agitait en cuisine sans vraiment me regarder. Papa est sorti brièvement de son bureau pour me saluer, puis a disparu. Chloé est arrivée en dernier. Suffisamment tard pour montrer qu'elle aurait préféré être ailleurs. Les yeux rouges. Le mascara coulé.
Le dîner a été pesant. Le bruit des couverts couvrait presque les conversations. Tout était superficiel, la météo, la circulation, la nouvelle clôture des voisins. Pas un mot sur la raison de ma présence. Quand les assiettes ont été débarrassées, j'ai posé ma serviette. On doit parler. Papa a hoché la tête. Salon. Dans 5 minutes. Nous avons pris place comme des pièces sur un échiquier. Mes parents sur le canapé. Chloé au bord du pouf. Moi en face. L'air était lourd. Je pense qu'on doit commencer par le problème principal, ai-je dit. Chloé s'est attribué de l'argent que j'envoie depuis 4 ans. Je veux comprendre pourquoi. Chloé fixait ses mains. Je ne l'avais pas prévu, a-t-elle murmuré. Quand le premier virement est arrivé, ils ont pensé que c'était moi. J'avais parlé d'aider un jour, et ils étaient tellement fiers. Elle a relevé les yeux. Pour une fois, ils me regardaient comme ils t'ont toujours regardé. Comment ça? Avec respect. Avec admiration. Comme si je comptais. Sa voix s'est brisée. Je voulais leur dire la vérité, mais le mois suivant est arrivé, puis le suivant, et j'ai commencé à me dire que si je faisais semblant assez longtemps, ça deviendrait réel. J'ai laissé le silence s'installer. Chloé, ils t'ont toujours regardé comme quelqu'un qui compte. C'est juste que tu ne le voyais pas. Ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu, a-t-elle répondu en larmes. J'ai toujours été la drôle, la petite, mais jamais suffisante par moi-même. Et toi, tu étais l'intelligente, la brillante, celle dont ils étaient fiers. Je me suis tournée vers mes parents. Vous entendez? Elle se sent insuffisante. Et moi, j'ai passé ma vie à me sentir invisible. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les rôles que vous nous avez donnés. Maman a voulu répondre, mais papa a posé une main sur son bras. Laisse-la parler. Alors j'ai parlé. Du récital de piano. Des anniversaires sans saveur. Des remises de diplômes éclipsés. De tout ce que j'avais appris à faire seule. Pas par choix. Par nécessité. Quand j'ai terminé, le silence était total. Tu as raison, a dit papa enfin. On t'a laissé tomber. Pas parce qu'on ne t'aimait pas, mais parce qu'on pensait que tu n'avais pas besoin de nous. La voix de maman tremblait. On s'est trompé. On t'a fait te sentir non aimée, et on a empêché Chloé de devenir indépendante. J'ai hoché la tête. Voilà ce qui va se passer. Je ne reprendrai pas les virements mensuels. Je vous aiderai à faire un budget. Et en cas de vraie urgence, je serai là. Mais ça. J'ai désigné la pièce. Ça doit changer. Personne n'a protesté. Pour la première fois, on regardait tous dans la même direction. 2 ans, c'est long quand on sort enfin d'un schéma qu'on n'a pas choisi. Je vis toujours à Paris. Mais mon appartement est différent. Plus léger. Plus vivant. J'ai appris à partir en vacances sans culpabilité. À dépenser pour construire ma vie, pas pour réparer celle des autres. Je me suis même mise à la poterie. Moi qui disais toujours, un jour, quand j'aurai le temps. En réalité, quand on arrête de s'épuiser pour être accepté, ce jour arrive plus vite. Ma relation avec mes parents est prudente. Ils appellent sans demander d'argent. Même si, parfois, j'entends encore l'hésitation dans leur voix. On parle de livres, du quartier, des actualités. Ce n'est pas chaleureux. Mais ce n'est plus transactionnel. Chloé, étonnamment, a le plus changé. Après cette soirée, elle est partie vivre à Bordeaux. Elle travaille maintenant comme organisatrice d'événements. Elle cherche encore sa voie. Mais elle le fait seule. Sans dépendre de moi. Sans dépendre de personne. On s'écrit de temps en temps. Parfois pour rien. Parfois pour des choses importantes. Il y a une honnêteté fragile entre nous. Une chose qu'on n'avait jamais eue. La dernière fois que je l'ai vue, on s'est retrouvés dans un petit café. Elle m'a tendu une boîte. À l'intérieur, une tasse en céramique. Imparfaite. Bleu profond, avec des traces dorées. Je l'ai faite en cours de poterie. Je me suis dit que tu aimerais. J'ai passé mes doigts sur le bord irrégulier. J'ai souri. Oui. J'adore. On est resté là longtemps. Sans rôle. Sans masque. Juste 2 sœurs. Voilà la vérité. Parfois, on n'obtient jamais les excuses qu'on mérite. Parfois, ceux qui nous ont blessés ne comprendront jamais vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arrêter l'hémorragie soi-même. Avant, je pensais que la force, c'était tenir. Attendre qu'on me voie. Qu'on m'apprécie. Qu'on m'aime comme j'en avais besoin. Aujourd'hui, je sais que la force, c'est savoir quand lâcher la corde. Et peut-être la chose la plus importante. Le silence peut être une prison. Mais aussi une clé. Je suis restée silencieuse pendant 4 ans, parce que je pensais que parler ferait de moi la méchante.